Lucien Cerise, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, spécialiste des questions d'ingénierie sociale. Les Russes parleraient de technologie politique. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser au suprémacisme blanc? Eh bien, justement, une question qui est en rapport avec la Russie, puisque c'est l'irruption sur la scène internationale, la scène médiatique internationale des nationalistes ukrainiens pendant l'hiver 2013-2014, à l'occasion du coup d'État Euromaïdan, la deuxième révolution colorée d'Ukraine, après la révolution orange de 2004-2005. Et en fait, j'ai trouvé ça très très étrange que des nationalistes, des dits parfois ultranationalistes ou parfois effectivement néo-nazis, parce que dans un certain nombre d'entre eux ont une certaine nostalgie du Troisième Reich, et ils le disent explicitement. J'ai trouvé ça tellement bizarre en fait que ce soit finalement toléré par l'opinion publique, enfin, et surtout par les médias occidentaux et par les pouvoirs publics, qui finalement, on nous ont même demandé de les soutenir. C'est-à-dire qu'on nous demandait d'être solidaires des révolutionnaires de Maïdan, donc des putschistes de Maïdan, et de fermer les yeux sur ces fameux nationalistes et qui arboraient des symboles faisant référence au nazisme allemand, enfin au pangermanisme völkisch, pour être précis. Et alors qu'effectivement, bon, partout ailleurs dans le monde, le nationalisme a mauvaise presse, enfin, du point de vue de l'idéologie dominante. Sauf l'Ukraine, où là, effectivement, on a le droit d'être nationaliste et même d'être suprémaciste blanc. Alors précisément, une question de définition. On parle de nationaliste ukrainien et de suprémacisme. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, le nationalisme, en fait, oui. Alors, les Ukrainiens ne sont pas nationalistes, ils sont expansionnistes. Quand on étudie un petit peu leur corpus de textes de référence, tout simplement, effectivement, ils appliquent ce que Hitler disait déjà dans Mein Kampf. On va faire le Drang, enfin, on va reprendre le Drang nach Osten, on va envahir la Russie. Ça, c'est effectivement dans leur texte de référence, notamment chez Dmitro Donsov, qui est, on pourrait dire, le père intellectuel, le père fondateur intellectuel du nationalisme ukrainien. On parle beaucoup de Stepan Bandera, mais bon, lui, c'était un aventurier, c'était un homme d'action, c'était pas quelqu'un de cultivé, il a peut-être écrit des cartes postales, mais je pense pas beaucoup plus. Il faut aller voir du côté de Dmitro Donsov, et qui écrit effectivement dès 1921 dans son ouvrage majeur Nationalisme que les Ukrainiens n'ont aucun rapport avec les Russes. Les Ukrainiens sont des Occidentaux alors que les Russes sont des Orientaux, enfin, fondamentalement il n'y a aucun rapport à aucun niveau, ni ethnique, ni culturel, bon, en dépit du réel le plus évident. Bon. Mais voilà, donc là on voit que Dmitro Donsov finalement reprend l'ethnogénèse de l'Empire austro-hongrois, qui pour comment dire, embêter, pour harceler l'Empire tsariste à la fin du 19e siècle, a inventé une identité ukrainienne, en Galicie et en Volhynie notamment, parce que l'Empire austro-hongrois contrôlait ces régions. Et l'Empire austro-hongrois a inventé un peuple ukrainien antagoniste du peuple russe pour harceler l'Empire russe, l'Empire tsariste, à ses frontières. Évidemment, il peut y avoir des différences entre l'identité ukrainienne et l'identité russe. Ce sont comme il y a des différences entre des identités régionales. En tout cas, bon, l'invention d'une identité ukrainienne antagoniste, je précise bien antagoniste de l'identité russe, non seulement incompatible, mais qui devrait être dans un combat perpétuel contre la Russie, ça c'est une invention de l'Empire austro-hongrois. Une création de synthèse, on appelle ça l'ethnogénèse en fait. Alors l'ethnogénèse naturelle, spontanée, quand un peuple prend conscience de lui-même au fil du temps, prend conscience de son unité, et puis on peut créer de toute pièce une identité quelque part, et pour en fait embêter une autre identité en quelque sorte. Bon, ça s'appelle aussi de l'ingénierie sociale, fondamentalement. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, enfin au 19e siècle. Mais bon, ce sont des vieux principes qui existent depuis longtemps.
et qui peuvent être appliquées de la même manière que les Romains ont en fait insisté sur les différences entre les dites tribus gauloises, hein, pour que justement les tribus gauloises ne parviennent pas à s'unir contre les Romains. Voilà, donc ils ont joué, hein, la carte identitaire et la carte des petites différences, hein, pour les augmenter et pour que des peuples proches, hein, enfin ou des tribus proches ne parviennent pas à s'unir. Alors, oui, le paradoxe, c'est que à peine bricolée, l'identité ukrainienne et la soi-disant pureté raciale qu'ils revendiquent est mise en danger puisqu'ils se mettent au service d'un projet européen qui favorise la société ouverte et le métissage. Oui, tout à fait, oui. Bah, c'est-à-dire que dans leur haine viscérale de la Russie, hein, qui est construite depuis la fin du 19e siècle, hein, en fait, ils s'imaginent que leurs alliés naturels sont les Occidentaux, quel que soit le projet politique porté par l'Occident. C'est bien ça le problème. Pourquoi? Parce que, en fait, pour quelqu'un comme Andriy Belsky, hein, du régiment Azov, hein, l'unité raciale ou la proximité raciale l'emporte sur les projets politiques. Il écrivait en 2007 dans un article qui est devenu une sorte de manifeste, hein, du régiment Azov, enfin de pré-manifeste, plutôt, non, à l'époque il était à Patriote d'Ukraine, donc il écrit en 2007 un texte qui devient une sorte de manifeste de son organisation de l'époque, hein, où il dit que il faut, le dessein de l'Ukraine, hein, c'est de mener la lutte des peuples blancs, hein, contre les Untermenschen dirigés par les Sémites, et aussi contre les horribles Asiatiques. Donc, les Asiatiques, là, en l'occurrence, ce sont les Russes. En 2014, il y aura aussi un nouveau texte, hein, qui servira de manifeste, hein, du bataillon Azov à l'époque, où ils reprennent toute cette rhétorique, et ils terminent sur un slogan, hein, qui a été le slogan du régiment Azov pendant plusieurs années, hein, c'est aujourd'hui l'Ukraine, demain la Russie et toute l'Europe. Donc là, on voit bien qu'ils avaient un projet expansionniste, hein, qui fondamentalement donc n'est pas nationaliste, hein, mais qui est suprémaciste. Le nationalisme, c'est la culture des frontières, hein, donc la culture des limites. Donc on se défend en quelque Donc il y a sorte. une contradiction majeure. Voilà, oui. Donc on peut parler de nationalisme blanc, hein, là en l'occurrence on parle de suprémacisme blanc concernant les Ukrainiens, avec un projet expansionniste, hein, donc de conquête de l'Ukraine, puis de l'Europe et de la Russie. Et l'Europe étant considérée comme justement l'allié naturel, quel que soit le projet politique porté par les Occidentaux. En l'occurrence, ce projet politique, lui, est contradictoire avec le nationalisme ethnique. Hein, effectivement, comme tu le rappelais, c'est la société ouverte. Hein. Et donc on arrive à cette bizarrerie, cette espèce de superposition quantique, hein, où finalement des mondialistes, hein, vont travailler main dans la main avec des nationalistes ethniques qui en réalité donc ne sont pas nationalistes ethniques mais bien suprémacistes. Donc ils arrivent à converger, hein, sur un projet expansionniste, puisque les mondialistes, hein, à la George Soros, avec son projet de société ouverte, visent à surmonter justement les identités nationales, hein, et donc les frontières, hein, et les limites. Et donc, Euh, en quelque sorte, les Ukrainiens, en essayant de se fondre dans la matrice sorosienne, consentent à leur propre disparition, en fait. oui, 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 bah, mais ils ne réfléchissent pas jusque-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils se disent, bon, nous allons faire alliance avec des gens qui soutiennent l'immigration extra-européenne et le LGBT, mais c'est moins grave, hein, que de faire alliance avec la Russie. Donc là, on voit en fait une espèce de programmation idéologique, hein, qui remonte à plusieurs dizaines d'années, et qui a été renforcée évidemment par tout le travail, hein, que les Américains ont fait en Ukraine, hein, depuis la chute du communisme, hein, et depuis l'entrisme, hein, de l'Occident dans les pays de l'Est. Donc il y a un énorme travail, hein, qui est fait qui est accompli, mais pour en fait réussir à réaliser une sorte de conjonction des opposés, hein, entre des gens qui ont envie de se battre, et qui donc doivent soutenir, hein, une vision assez viriliste, hein, parce qu'ils doivent servir de chair à canon,
comme tu l'avais écrit, tu avais retitré un de mes articles là, qui commentait justement le manifeste là, de André Bielski. Tu l'avais retitré avec, un vrai brio. Le wokisme et sa chair à canon identitaire. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le wokisme, dans son projet expansionniste universel, a besoin d'envahir la Russie, qui, elle, se défend contre le wokisme, justement, contre la société ouverte. Puisqu'on sait que la fondation de Soros a été interdite aujourd'hui interdite en Russie, parce que, bon, elle travaille à déstabiliser la société russe. Plus récemment, le LGBT, la propagande LGBT est interdite en Russie également. Et donc les mondialistes ont du mal avec la Russie, ils n'arrivent pas à mener une guerre culturelle pour la subvertir de l'intérieur. Donc bon, ils essayent d'attaquer aussi par l'extérieur, c'était tout le sens du grand échiquier là, de Brzezinski. Si on fait tomber l'Ukraine, si on prend l'Ukraine, ensuite ce n'est qu'un jeu d'enfant de prendre la Russie. Effectivement, bon, bah, là, on voit que le programme est appliqué, mais pour ça, il faut travailler, il faut compter sur des gens qui ont envie de se battre, et qui peuvent servir de chair à canon. Donc ça, il faut donc créer un milieu sociologique viril, avec des valeurs martiales, des valeurs militaristes, et pour militariser une partie de la société. Le problème, c'est que cette partie de la société militarisée va cohabiter avec des donneurs d'ordre qui, eux, sont dans la société ouverte, soutiennent un projet de société plutôt consumériste, individualiste, libéral, libertaire, qui s'oppose point par point à la société militariste, qu'il faut malgré tout réussir à utiliser contre un ennemi prioritaire. C'est assez contre-intuitif ce que je décris là, parce que ça aboutit à la cohabitation de programmes politiques qui, sur le papier, s'opposent totalement, mais qui, en pratique, arrivent à converger. Et on a vu notamment alors, une image assez iconique, quand on a vu Andriy Bielski avec Zelensky autour d'une carte d'état-major, ça c'était il y a quelques mois. Donc il y a une petite vidéo qui a circulé sur Twitter où on voyait effectivement la coopération, la collaboration de Zelensky qui incarne vraiment cette société ouverte. C'est un homme des réseaux Soros fondamentalement. Et Bielski, donc lui incarne justement ce militarisme ukrainien, puisque c'est probablement la figure la plus célèbre du nationalisme, du suprémacisme blanc ukrainien, avec Dmitro Yarosh peut-être, mais ou Oleg Tiagnibok, le président de Svoboda. Mais là aujourd'hui, Bielski est l'incarnation de ce suprémacisme blanc ukrainien. Oui, alors justement, si on se projette un peu en admettant l'hypothèse que le projet Ukraine fonctionne, les Ukrainiens vont entrer dans un système que tu qualifies de devenir poubelle des environnements urbains multiethniques. C'est-à-dire en fait le cœur du système occidental. Et au-delà de la poubellification donc, des sociétés, donc de la future société ukrainienne dans la vision sorosienne, est-ce qu'on peut dire que le multiculturalisme est une destruction délibérée des sociétés occidentales, donc à travers le système de santé éducatif, la sécurité, etc. Et pour quelles raisons, surtout, ce projet est-il lancé contre nous et contre les peuples autochtones, en général ? Pour créer le nouvel homme. Et c'est en ce sens que, effectivement, on voit encore un point de convergence, finalement, entre les suprémacistes blancs et les mondialistes. Les suprémacistes blancs au XXe siècle, notamment donc, dans la version allemande, essayaient de créer, de faire advenir un nouvel homme. Il n'y a pas que les soviétiques qui parlaient du nouvel homme, c'était aussi les pangermanistes Völkisch, c'était aussi Mussolini. Grâce à la technologie, grâce à la technoscience, nous allons faire advenir un surhomme qui aura des capacités quasiment surnaturelles par rapport à l'humain moyen. C'est-à-dire en fait un humain augmenté par la technoscience, un humain augmenté par la technologie, un transhumain, un post-humain, un surhumain. C'est au cœur de la mythologie du suprémacisme blanc au XXe siècle.
Et du mondialisme, et du mondialisme, voilà. qui marche de front aujourd'hui. Et c'est ça, voilà. C'est-à-dire le dépassement de la nature humaine, le dépassement de la condition humaine, c'est le point commun, c'est le dénominateur commun du suprémacisme blanc et du mondialisme. C'est-à-dire, en fait, ça aboutit concrètement, hein, comment dire, fabriquer un profil psychologique transgressif, hein, puisqu'il va falloir transgresser toutes nos limites humaines, pour faire advenir ce nouvel homme, donc au moyen On le voit en Occident où le dessous est passé au-dessus, où les normes sont inversées, et voire quasiment les normes d'hier sont devenues criminelles. Oui, c'est ça, oui, avec un jeu d'ingénierie sociale, là, une fenêtre Overton, là, qu'on fait bouger progressivement par étapes, hein, pour déplacer, hein, ce qui est interdit, pour le rendre non seulement licite, mais en plus désirable, et en plus légal, et en plus obligatoire. Hein. Enfin, il y a tout un processus comme ça là, de subversion des valeurs, hein, pour finalement les inverser à la fin. Pour que ce qui était interdit devienne obligatoire, et que ce qui était obligatoire ou souhaitable soit interdit, mis en minorité. Et c'est d'ailleurs en fait le point commun que j'ai trouvé entre les 4 régimes politiques qui se sont revendiqués du suprémacisme blanc entre le 19e siècle et le 20e siècle. Puisque en fait mon livre en fait a 5 chapitres. Le premier fait la jonction entre justement avec cette notion de transhumanisme ou de nouvel homme. Je montre les liens entre le transhumanisme mondialiste et le transhumanisme du suprémacisme blanc contre les peuples autochtones. Donc contre finalement l'homogénéité ethnique. Hein, sachant que là, et donc je réponds à ta question, effectivement le multiculturalisme est utilisé pour fragmenter l'homogénéité fonctionnelle des sociétés, et parce que nous avons besoin d'unité, hein, sinon, bon, si on ne parle plus la même langue, on ne peut pas s'entendre, et donc la société se divise, hein, et elle est composée finalement d'autistes, hein, si on n'a plus le même langage commun. Et dans un premier temps, en plus, toutes les sociétés sont issues d'isolats ethniques. Hein, donc il y a non seulement une homogénéité culturelle, mais aussi génétique. Et donc avec effectivement la technologie et la mondialisation, en fait ces isolats commencent à communiquer les uns avec les autres. Il y a inévitablement, hein, des phénomènes de métissage. Donc bon, ça fait partie de la condition humaine. Hein. Je veux dire, quand les Romains envahissent les Gaulois, en fait, ça donne naissance à une nouvelle culture qui s'appelle la culture gallo-romaine, et ça donne naissance à la langue française, par exemple. Donc en fait, bon, les phénomènes de mélange, hein, ou de métissage ou d'hybridation de deux cultures ou de deux ethnies, bon, ça existe depuis toujours. Là, la différence, hein, c'est qu'on a affaire à un projet qui consiste à le réaliser comme finalement horizon politique. C'est pas simplement quelque chose qui se fait de manière un peu accidentelle. Non, enfin, quand les Romains envahissaient les Gaulois, c'était pas pour réaliser le nouvel homme métis, hein, de Richard Kounov-Kalergi, par exemple, ou de Hitler. Non, c'était, voilà, ça se faisait parce que, voilà, quand vous mettez en contact, hein, en fait, deux substances, elles se mélangent au moins aux marges, au moins sur les bords. Donc, mais là, on assiste donc à partir du 19e siècle, à la naissance d'une idéologie, hein, donc au 20e siècle représentée par Richard Kounov-Kalergi, c'est l'idéologie du métissage assumé, voilà, qui doit donner naissance à ce nouvel homme. Alors, et évidemment, donc, Kounov-Kalergi avait un frère ennemi, hein, qui s'appelle Hitler, qui lui disait non, le nouvel homme doit émerger en préservant la pureté raciale. Mais dans les deux cas, hein, on est toujours dans la transgression, hein, de certaines limites qui sont celles en fait de l'humain traditionnel. Hein, donc on va transgresser les limites de l'arien, hein, normal, hein, pour Hitler, et on va transgresser les limites des nations, hein, avec une société post-nationale, si on se réfère à Kounov-Kalergi, hein, qui est un des pères fondateurs de l'Union européenne. Et toujours avec la technoscience au centre du terrain.
C'est ça, voilà, et c'est ce qui peut créer encore alors des espèces d'hybrides là entre en fait finalement le trajet, hein, la trajectoire de Kounov-Kalergi et la trajectoire de suprémacistes blancs hitlériens ou post-hitlériens, qui finalement peuvent, dans certains cas, finalement converger contre, contre les nations et la culture des limites et la culture finalement des identités enracinées traditionnelles. Parce que finalement, oui, dans les deux cas, hein, que ce soit par le suprémacisme blanc, donc par la supériorité d'une race sur les autres, ou que ce soit par l'abolition de toutes les races, on est de toute façon dans un mécanisme qui s'appuie sur la technologie pour hein, augmenter l'humain, et avec, bon, alors à ce niveau-là, avec des différences qui finalement deviennent des différences un peu anecdotiques, quasiment. Enfin, je veux dire, en fait, quand on regarde les choses de... Enfin, quand on dézoome, hein, vous voyez, Mhm. c'est-à-dire quand on fait de la philosophie, c'est-à-dire quand on subsume, hein, la philosophie, à la base, ça consiste à créer des ensembles, avec, en rassemblant des objets apparemment disparates, mais qui ont des traits communs, hein, des points communs. C'est l'activité de conceptualisation. Donc deux choses hein, apparemment distinctes, hein, je peux les rassembler dans une famille, hein, quand je vais appeler un ensemble. La philosophie, c'est la théorie des ensembles, ni plus ni moins. Et en fait, on peut faire des ensembles d'ensembles, et puis des ensembles d'ensembles d'ensembles. Alors, quand on dézoome hein, par rapport en fait, à la théorie de Kounov-Kalergi et à la théorie hitlérienne, en réalité, elles appartiennent à une, peut-être pas, enfin, à une famille de pensée commune. En tout cas, il y a des intersections, hein, il y a des convergences, et il y a des recouvrements, hein, des chevauchements idéologiques entre Kounov-Kalergi et Hitler. Enfin, c'est ce que je mentionne d'ailleurs dans mon livre, dans le chapitre consacré au pan-germanisme, hein, enfin au mouvement national-socialiste. J'ai toujours du mal avec ça parce que ce n'était ni national ni socialiste en réalité. C'était du völkisch en fait, hein, Alors, oui. c'est-à-dire ce mouvement culturel issu du romantisme et qui était très branché sur l'occultisme et l'arianisme, hein, la supériorité des Germains sur les autres races. C'est très peu connu en France, hein, il n'y a guère que la Nouvelle Droite hein, qui a abordé ce sujet, alors que c'est absolument central hein, pour l'histoire de l'Europe. Hein, ce mouvement pan-germaniste völkisch, hein, qui était néo-païen, antichrétien et par, en fait, par rejet du judaïsme, enfin donc par antisémitisme, puisque pour ce mouvement pan-germaniste völkisch, le christianisme, c'est une sorte de judaïsme. Hein, c'est un dérivé, en quelque sorte. Mais la vraie identité européenne et la vraie identité germanique, hein, elle est pré-chrétienne et pré-sémite, enfin pré-monothéiste, en quelque sorte. Euh, donc, et puis j'ai abordé aussi bon, deux autres régimes, hein, enfin donc l'Ukraine post-soviétique. J'ai abordé quatre régimes politiques. Hein, donc l'Ukraine post-soviétique, hein, qui est structurée en bonne partie par le suprémacisme blanc, donc le Troisième Reich, hein, évidemment, et puis aussi le régime d'apartheid en Afrique du Sud, et tout le mouvement sudiste aux États-Unis, hein, donc avec la Confédération sudiste, hein, la guerre de sécession, et puis toutes les organisations du type Ku Klux Klan qui en ont dérivé jusque dans les années 1960 et les droits civiques, où ils ont été en fait balayés complètement au niveau historique. Et là encore, on Donc retrouve... chacun de ces épisodes est un échec historique. Oui, à chaque fois, oui. Et on retrouve hein, toujours ce dénominateur commun hein, qui est l'occultisme. Hein, alors, donc, enfin, dans le Troisième Reich, avec justement ce mouvement Völkisch, qui fournit vraiment le cœur culturel hein, du mouvement nazi, on retrouve hein, l'occultisme aussi chez les néo-païens ukrainiens, hein, qui sont, enfin, le régime Azov, là, bon, je donne des exemples, hein. Ils organisaient des conférences sur tout ce qui est sur la magie noire à une époque. Mais on retrouve aussi cette dimension occultiste en Afrique du Sud, période de l'apartheid, notamment alors avec les réseaux britanniques, hein, autour de Cecil Rhodes. Hein. Bon, et beaucoup moins chez les Afrikaners, hein, parce que en réalité, l'Afrique du Sud, enfin les Blancs en Afrique du Sud, étaient eux-mêmes en guerre. C'est-à-dire qu'il y avait une scission entre les Britanniques et les Afrikaners. Les Afrikaners, c'était des bons protestants, comment dire, très conservateurs et réactionnaires. Enfin, bon, je leur jette pas la pierre, parce qu'ils se sont retrouvés là, ils un peu paumés, dans un endroit en fait où ils ont été quasiment, enfin, ils sont arrivés là plus ou moins par hasard.
bon, ils ont essayé de survivre en mettant Donc sur eux pied. étaient favorables à un apartheid qui n'était en fait pas un suprémacisme, mais qui n'était pas un apartheid dominateur, alors Exactement. que les Britanniques, eux, souhaitaient maintenir leur domination raciale disons, sur les populations noires. C'est-à-dire que leur apartheid, en fait, était un apartheid de domination et de Exactement. cohabitation. Voilà, Hein. et donc il faut vraiment distinguer en fait, hein, le Hum. projet afrikaner au XXe siècle. Le projet afrikaner commençait en fait à poser les bases d'une séparation des États, entre un État blanc et un État noir. Et en fait, donc, qui aurait permis de régler justement la dimension immorale hein, de l'apartheid au sens britannique, où une minorité blanche domine une majorité noire, qui a moins de droits. Alors que là, effectivement, les afrikaners, se rendant compte, prenant conscience de l'immoralité hein, cette domination, de cette hiérarchisation raciale, et puis prenant conscience aussi du fait qu'elle n'était pas viable, de toute façon. Hein. C'est l'éternelle hypocrisie anglo-saxonne. Donc, bon, allez, je ne veux pas tomber dans l'essentialisme. Non, mais disons que c'est effectivement, bon, les Britanniques, là, autour de Cecil Rhodes, fondamentalement, eux, voulaient garder le contrôle hein, des mines de diamants, hein, puisque, bon, Cecil Rhodes était diamantaire, hein. Ils voulaient garder le contrôle de la force de travail des Noirs. Alors que les Afrikaners voulaient deux États vraiment séparés. À partir des années 30-40, ils commencent à cogiter, à se dire, bon, finalement, C'était des ethno-différentialistes cohérents. voilà, et ils ont commencé à poser les bases, hein, en fait, légales, hein, enfin, constitutionnelles, de la création d'un État noir, enfin, ou de la donation, en fait, d'une partie hein, de l'Afrique du Sud aux Noirs, pour qu'ils puissent vivre entre eux, et que les Blancs et les Noirs puissent vivre en bon voisinage, hein, mais séparés. Mais en allant jusqu'au bout de l'apartheid, hein, c'est-à-dire en créant un État souverain hein, pour les Bantous, et donc, et puis, et c'était le Premier ministre de l'époque qui disait, bon, moi je préfère un État blanc plus petit, hein, quitte à donner à nos concitoyens noirs la majorité du territoire, mais bon, je veux dire, enfin, on vivra mieux comme ça, avec des relations de bon voisinage, et chacun chez soi. Et donc, Hendrik Verwoerd, donc ce Premier ministre, a été assassiné de toute évidence par un proxy, enfin, comment dire, en fait, c'était un stratagème des Britanniques, parce que précisément, en fait, les Britanniques voulaient garder le contrôle de la totalité du territoire et maintenir hein, leur domination sur les Noirs. Et donc, et c'est là où on voit vraiment deux projets hein, au sein de l'apartheid. Hein, il faut avoir le sens des nuances un peu. Hein. Un projet nationaliste qui devait mettre fin à l'apartheid en créant un État souverain pour les Noirs, et puis le projet suprémaciste blanc, là, soutenu par les Britanniques, mais qui à la fin finalement a fini par se suicider hein, dans les années 80. Ce sont bien les Britanniques qui ont eux aussi mis fin à l'apartheid. Alors pour des raisons qu'il reste à déterminer. Mais donc... et puis donc en remontant dans la chronologie des événements, effectivement, j'ai étudié aussi un petit peu la Confédération sudiste hein, le Ku Klux Klan. Et puis, enfin bon, le Ku Klux Klan, c'est le clan, pour aller plus vite, c'est l'organisation la mieux connue. Hein, mais en fait, il y avait toute une nébuleuse hein, d'organisations de suprémacistes blancs à l'époque qui se revendiquaient hein, de la white supremacy. Hein, le terme apparaît à cette époque-là. Et qui mais qui pareil était littéralement infesté en fait hein, par des occultistes hein. Donc je rapporte des sources hein, qui démontrent que la Confédération sudiste était dirigée par des francs-maçons et le premier clan aussi et le deuxième clan aussi, enfin c'est-à-dire que le premier clan c'est celui qui en fait est issu directement de la Confédération sudiste mais qui est dissous au bout de 5 ans. Et puis, donc, les sudistes, malgré tout, obtiennent gain de cause, puisqu'ils ont les nordistes leur accordent hein, le droit hein, à la discrimination raciale, mais sous certaines conditions. Voilà, donc il y a eu une espèce d'arrangement hein, entre les nordistes et les sudistes. Donc il y a 5 ou 6 États sudistes qui gardent, qui ont le droit, en fait, hein, de pratiquer la discrimination raciale jusque dans les années 1960, où là, c'est totalement aboli. Mais ensuite, le Ku Klux Klan est réanimé en 1915
Et là, c'est son âge d'or, hein, vraiment. C'est les années 1920-1930 hein, jusqu'en 1945. C'est l'âge d'or du clan, qui n'est plus une organisation groupusculaire mal vue, hein, parce que ils avaient, je crois, jusqu'à entre 6 et 10 millions d'adhérents hein, au pic de leur popularité. Et donc évidemment, à partir de 1945, les politiques hein, à caractère ethniciste, racialiste, ont mauvaise presse. Hein, bon, on passe aux droits de l'homme, hein, et puis et tout ce qui est effectivement discrimination raciale bon, devient insoutenable hein, pour l'opinion publique, compte tenu de la Deuxième Guerre mondiale et du Troisième Reich. Et donc, et là, à partir de là, bon, le clan bon, redevient groupusculaire. Euh, voilà, mais justement, enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier et le deuxième clan, parce qu'après on parle d'un troisième clan, d'un troisième âge hein, du Ku Klux Klan, à partir des années 60, mais bon, enfin, ça reste, oui, ça reste groupusculaire, en fait, ça n'a plus d'influence sur la société. Mais le premier et le deuxième sont effectivement des nids hein, de francs-maçons, et y compris d'ailleurs, alors le premier clan était même plus ou moins dirigé par un membre des Brites, hein, donc la loge maçonnique réservée aux juifs hein, et interdite aux non-juifs. C'est un monsieur qui s'appelait Judas Benjamin, et qui est d'ailleurs enterré à Paris. Hein. C'est-à-dire qu'il a fini sa vie à Paris, il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, hein, vous pouvez visiter sa tombe, donc il est très modeste. Hein, mais bon, c'est un Donc c'était un, personnage un suprémacisme blanc à deux vitesses, quoi. bah, judéo-blanc en quelque C'était sorte. au Hein, blanc, ouais. parce que bon, c'était un ashkénaze, enfin, il était d'origine britannique. Hein, donc, bon, enfin, on voit ses photos. Hein, enfin, bon, enfin, ces photos existent. Hein, c'était un personnage public, hein, de toute façon, qui était juriste, avocat. Et donc, là, bon, on voit, enfin, t'as encore une fois une forme d'hybridation assez étrange, hein, et qui pilote hein, une organisation de suprémacistes blancs, mais qui est en fait en réalité dirigée par des occultistes. Hein, alors, c'est ça moi, qui m'a un peu fasciné dans le sujet, c'est-à-dire que quand on nous parle de suprémacisme blanc, a priori, on pense plutôt en fait, à des gens enfin, ou des organisations ou des individus plutôt conservateurs, hein, réactionnaires, traditionnalistes. Et puis on découvre qu'en réalité c'est infesté d'occultistes hein, ou d'ésotéristes. Bon, sans aller forcément Mhm. jusqu'à l'occultisme et les messes noires. Hein. Mais en tout cas, bon, concernant enfin, tout ce qui tourne autour des sudistes, hein, là c'était infesté d'ésotéristes. En Afrique du Sud, les réseaux Cecil Rhodes, ben c'est pareil, c'est la franc-maçonnerie hein, britannique. Donc, alors, il y a une exception, c'est les Afrikaners, en fait, qui eux étaient des calvinistes ou luthériens, je ne sais pas trop Mhm. quelle tendance. Bon, voilà, mais précisément, en fait, c'est l'exception qui confirme la règle, en quelque sorte. Alors C'est- justement, ça m'évoque aussi l'idée que le Great Reset, en fait, euh, est un peu l'héritier du Tikkun Olam Mhm. juif. Alors, on peut voir ça C'est sous cet une forme, angle, en tout cas, oui. c'est une forme profane, un peu, Mhm. si on peut dire. Mhm. Oui, oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. Oui, c'est le grand recommencement, hein, c'est l'idée de la table rase. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est une idée qui est, à mon avis, trop générale hein, dans les cultures humaines pour qu'une filiation directe entre le Tikkun Olam et la grande réinitialisation soit tirée. En fait, enfin, il n'y a Mhm. pas de relation de cause à effet direct, parce qu'en réalité, cette idée de la table rase, bon, elle est vraiment présente quasiment partout. Enfin, je veux dire, Mhm. enfin, on la retrouve aussi bon, dans le christianisme, dans l'islam, et puis en fait, il y a toujours cette idée, notamment que en fait, l'histoire a un sens, hein, puisque dans les trois monothéismes, il y a une création du monde et une fin du monde. Et entre les deux, il y a une flèche de l'histoire, hein, un sens de l'histoire. À un moment donné, il y a l'Apocalypse. En fait, il y a la fin du monde. Et la fin du monde fait une table rase. Donc effectivement, chez les juifs, ça s'appelle le Tikkun Olam. Hein, chez les chrétiens, bah, je sais pas, il y a en fait une période de 1000 ans, je crois, où en fait Jésus règne, et puis ensuite il y a encore un deuxième apocalypse. Enfin, bon, j'ai un peu oublié en fait, hein, mais bon, disons que après la fin des temps, hein, dans le christianisme comme dans l'islam, bon, bah, il y a une table rase.
qui est faite sur les méchants et qui est faite sur les les vices du monde. Donc c'est pas forcément très clair, hein. Mhm. Dans la théologie chrétienne ou islamique, on ne sait pas exactement si ce sera sur terre ou au ciel, parce que là il y a une multitude d'églises, enfin d'écoles d'interprétation. Les uns et les autres vont vous dire que non, non, ce sera sur terre, les autres vont vous dire que non, ce sera au ciel, en fonction, premièrement, des schismes, hein, et à l'intérieur des schismes, il y a en plus les écoles d'interprétation qui, elles, aussi enfin, varient considérablement. Enfin, quand je dis les schismes, c'est-à-dire dans le christianisme, il y a les deux schismes, enfin, qui ont donné le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme, et puis en islam, c'est entre le sunnisme et le chiisme. Mais à l'intérieur de ces subdivisions, il y a encore d'autres subdivisions. Et c'est impossible de savoir exactement quelle est la version, comment dire, d'autorité en quelque sorte, parce que chaque école d'interprétation va vous dire non, non, c'est moi qui ai raison, c'est pas les autres, quoi. Peut-être que les partisans justement du Great Reset là à Genève veulent peut-être faire finalement la réinitialisation de toutes les réinitialisations. Peut-être, c'est peut-être leur objectif, hein, c'est de mettre fin à toutes les tables rases qui ont déjà été réalisées dans l'histoire, avec une table rase, une méta-table rase, en quelque sorte, qui mettrait fin à l'espèce humaine, par exemple. Bon, ça c'est peut-être... Enfin, on C'est sait que chez les transhumanistes, ce projet est assumé explicitement, hein. chez Et, Yuval Harari, par exemple. oui, oui, alors Yuval Harari est plus dans le fatalisme, en fait, hein. Il va dire, bon, de toute façon, c'est inévitable, hein. Parce que c'est vrai que c'est difficile de savoir, chez les transhumanistes, hein, de faire la part, hein, entre ce qui est descriptif et ce qui est prescriptif. C'est, mais bon, dans tous les cas, il y a cette idée que, effectivement, à un moment donné, l'augmentation, hein, de l'homme, Ouais, euh, il me semble que Ray Kurzweil est très proactif, hein. oui, 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 oui. Alors, ça c'est d'accord, effectivement. Ouais. Mais après, bon, il y en a enfin, je veux dire, Jacques Attali même est un peu transhumaniste sur les bords, hein. Dans son livre de 2005, enfin, il dit bien, de toute façon, ça va se passer comme ça. Et bon, bah, autant s'y faire, hein, quoi. Enfin, autant s'accoutumer à. Ça sert à rien d'être dans le Mais déni. justement, alors, justement, on dit que, enfin, puisque ce mondialisme qui nous a fait tant de mal Mhm. est impensable sans la technoscience, certains voudraient rejeter la technoscience, tout simplement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Et si ce n'est pas possible, comment dompter le Gestell? Hmm. Bah, c'est possible, hein, effectivement. Bon, moi, il y a deux cas qui m'ont frappé, hein. C'est celui de Theodore Kaczynski, hein, Ted Mhm. Kaczynski alias Una Bomber, et puis le Comité Invisible, hein, enfin, qui ont eu des parcours un peu similaires. C'est-à-dire, en fait, bon, on rejette le monde urbain, hein, donc on rejette cette technologie qui nous esclavagise, hein, qui nous aliène, et puis on va se planquer à la campagne. Alors bon, Una Bomber, en plus, apparemment, donc, en fait, s'amusait à envoyer des colis piégés à certaines personnes. Euh, le comité invisible envoyait des sortes de comités, enfin de colis piégés, mais sous forme de texte. C'était beaucoup moins dangereux, mais ils ont été accusés d'attentats terroristes également. Alors, et maintenant, il y a des rumeurs, hein, comme quoi Ted Kaczynski, en fait, n'a jamais envoyé les fameux colis piégés qu'on lui attribue, hein. Oui, oui, en fait, le type, c'était un bouc émissaire, hein, pur et simple, et il a servi de bouc émissaire de tête de turc au FBI, parce qu'il cherchait quelqu'un en fait à choper quoi en fait, hein, pour l'exemple. Mais bon, ça c'est une rumeur, hein, je sais pas. C'est pas Bah, du surcomplotisme? oui, oui, c'est difficile de savoir si c'est bon. Mais bon, pour l'instant, en l'état actuel des choses, enfin en tout cas, Kaczynski avait les moyens, hein, de fabriquer ces bombinettes, hein, et puis les envoyer. Donc il pouvait le faire. Et puis quand on lit ses textes, bon, en quelque sorte, ce n'est pas étonnant. Le problème, c'est que bon, il s'est retrouvé encerclé par la brigade, comme le comité invisible. Voilà, donc en fait, vous pouvez croire que vous allez échapper, hein, au monde urbain enfin, pourri, décadent, et à toute cette technoscience dégénérée qui nous aliène dans les grandes villes. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre, vous serez récupéré, enfin, vous serez rattrapé, hein, par le réel. Et le réel, c'est que justement, hein, cette technologie avance partout.
et puis que surtout, comment dire, la police de la technologie, hein, en l'occurrence, là, enfin, quand je dis la police, là, pour le coup, c'est vraiment les flics, quoi. En fait, de toute façon, savent qui vous êtes, où vous êtes, grâce à la technologie. Hein, ils n'ont aucune difficulté à vous mettre le grappin dessus quand ils en ont besoin, grâce à la technologie. Tout ça, bon, ça, c'est des. Parce que moi, j'avais un peu ce projet, hein, d'autonomie à la campagne dans les années 90-2000. Mais ces deux exemples, hein, m'ont donné du grain à moudre. Hein, j'ai beaucoup ruminé là-dessus. Sachant que, en plus, bon, le comité invisible, c'est des gens que j'avais croisés dans les squats sur Paris, enfin, un peu dans les milieux d'ultra-gauche que je côtoyais par désœuvrement, je dirais. Euh, bon, ça a frappé bon, vraiment, enfin ça m'a touché quoi. Et je me suis donc ça a alimenté ma réflexion justement sur la technologie parce que bon, moi j'ai une passion pour l'épistémologie, pour la science-fiction, depuis la jeunesse quoi, donc j'ai été un grand lecteur de science-fiction. Bon, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'échappe jamais hein, à la technologie. On peut pas, en réalité, c'est pas possible. Euh, Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on se condamne pas soi-même? Bah oui, justement, mais ça, alors là, bon, là, enfin, l'an dernier, là, j'ai réanimé des sources, hein, enfin, comment dire ça, des textes, enfin, des réflexions que j'avais eues il y a 20 ou 30 ans, hein, sur ces questions-là, justement, la théorie des jeux, la course aux armements. Est-il possible, hein, enfin, pareil, j'avais pas beaucoup travaillé sur Heidegger, le Gestell. Hein, donc, le Gestell, c'est un concept, c'est un mot allemand, utilisé par Heidegger, Martin Heidegger, pour qualifier hein, la mécanisation, en fait, c'est-à-dire la chosification de l'humain par la technologie. Hein, la réification, c'est-à-dire en fait l'automatisation des humains hein, dans un monde entièrement façonné par la technologie et qui est déshumanisant. Hein, Heidegger propose ce concept là après la Deuxième Guerre mondiale et et effectivement, peut-on dompter le Gestell, hein, c'est-à-dire peut-on humaniser la technologie, hein, en fait, finalement, c'est la question. Aujourd'hui, bon, je pense que c'est possible, mais après un accident majeur. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il faut attendre l'accident pour que les humains commencent à réfléchir sur les aspects négatifs de telle ou telle technologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, enfin, on n'empêche pas le progrès, comme on dit, on ne peut pas empêcher hein, le train de la technologie d'avancer. Là, j'ai eu quelques échanges avec Edouard Slavska, enfin Riley Wagaman, alias Edouard Slavska, Slavska, je sais pas comment on prononce, qui écrit beaucoup, il est américain, il vit en Russie, et il écrit en fait justement sur le nouvel ordre mondial en Russie, hein, qui passe par la technologie et par les smart cities en Russie, etc., etc. Donc il a bien raison, effectivement, de dire oui, ça arrive en Russie. Hein, ne croyez pas hein, que la Russie va vous protéger du transhumanisme. Et, les nouvelles technologies arrivent là aussi, arrivent aussi dans ce pays. Bah, oui, et heureusement pour la Russie, parce que c'est précisément parce que la Russie se dote des nouvelles technologies qu'elle peut soutenir un rapport de force avec l'Occident dans le domaine militaire. C'est-à-dire que, et ensuite, alors, après, on va nous dire, oui, mais pourquoi voulez-vous, à ce moment-là, qu'il y ait en fait un impact, enfin, un dommage collatéral sur les civils? Alors là, il faut y faire un peu d'épistémologie. C'est-à-dire que toutes les technologies qui apparaissent dans le domaine militaire dans un premier temps seront de toute façon appliquées aux civils 10, 20 ans, 30 ans plus tard. C'est systématique, c'est toujours comme ça. Il y a un effet de ruissellement, hein, un effet comment dire, de contamination. Hein. Ce que le complexe militaro-industriel, enfin ce que les savants fous hein, du complexe militaro-industriel mettent sur pied, réalisent, de toute façon, aura un impact sur les civils une ou deux générations plus tard. Hein. C'est toujours comme ça. Et ensuite, il faut attendre un accident majeur hein, pour commencer à réfléchir justement sur hein, les dommages collatéraux de telle ou telle technologie. Est-ce qu'à ton avis, on a franchi un seuil avec les objets connectés, ces choses-là? Est-ce que finalement, la politique a pas... Est-ce qu'on n'est pas dans un monde post-politique qui laisse la place à une gestion informatique du monde? Oui, enfin ça c'est le chemin que nous prenons hein, et que l'humanité entière est en train de prendre, hein, y compris la Russie. Hein. Hmm. C'est en fait une dépossession
hein, de l'humain, hein, de son propre destin. C'est un peu comme si finalement, hein, c'est l'apprenti sorcier, hein. C'est-à-dire que l'outil, hein, se retourne contre son inventeur. Hein. Enfin, on connaît la métaphore artistique, là, enfin, la petite histoire, là, c'est le golem, etc. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on est débordé par notre propre technologie qui, finalement, prend le contrôle, hein, de nos vies, en réalité. Nous sommes peut-être à ce point d'inflexion de l'histoire de l'humanité où, effectivement, finalement, on est en train de se rendre compte que nous sommes un objet comme les autres, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire, nous sommes intégrés dans un processus technologique qui nous dépasse complètement, hein, et qui réduit le sujet, hein, à la portion congrue. Hein, parce que finalement, c'est vraiment ça la différence entre nous et les machines. C'est-à-dire que les machines sont des objets et nous sommes des sujets. Mais peut-être que nous avons une conscience hypertrophiée de nous-mêmes. Peut-être que finalement nous ne sommes que des objets pensants aussi, hein, sous un certain angle. Hein. Bah, ça, c'est un thème de science-fiction typique. Hein. C'est le thème, c'est Matrix, c'est finalement les sujets humains, les sujets vivants sont des objets pensants, des objets sensibles, mais des objets. Hein. C'est donc Blade Runner, par exemple. Nous sommes peut-être à ce moment de l'histoire où, comme le personnage de Rachel, hein, la réplicante, nous prenons conscience que nous ne sommes pas des humains, en fait. Que nous sommes, en fait, des objets pensants, mais que en tant qu'humains, nous ne sommes qu'une variante. Hein, nous ne sommes qu'une sorte d'objet pensant. Mais que nous n'avons pas une essence, hein, différente des objets qui nous entourent. En fait, cette perception-là, cette nouvelle perception de l'humain par lui-même, hein, qui se perçoit lui-même comme un objet parmi d'autres, fait peur à beaucoup de gens, rend beaucoup de gens très nerveux. Parce que pour l'instant, cette perception, elle est subliminale, encore. Mais on voit bien qu'elle commence à entrer dans la conscience, dans le champ de conscience. Et qu'elle provoque une panique totale chez beaucoup de gens qui commencent à comprendre qu'en fait, ils sont des objets connectés parmi d'autres. Euh, et ça, c'est le principe de base de la cybernétique, où il n'y a plus de différence entre les sujets et les objets. En fait, il n'y a en réalité que des entités qui traitent de l'information. Est-ce que tu vois un lien entre cette chosification du vivant et l'émergence de la cancel culture? Oui, bah oui, 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 oui. C'est-à-dire que la cancel culture, c'est en fait, la destruction de toute la culture occidentale, hein, fondamentalement. Hein. C'est Mhm. pas la destruction de toutes les cultures, hein. Mais donc c'est une affirmation identitaire de gens qui se disent non occidentaux, hein, qui voient en fait un ensemble culturel, civilisationnel hostile, qu'ils appellent l'Occident. Et l'Occident, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est Israël. Et donc ils nous mettent tous dans le même panier. Et donc ils sont, en fait, ensuite ils s'appellent eux-mêmes, hein, les indigènes de la République, par exemple, en France. Et leur doctrine, c'est le décolonialisme. Et donc en fait, leur objectif, c'est d'en finir avec l'Occident. C'est pour ça qu'ils soutiennent le Hamas. Enfin, c'est pour ça que en fait, les LGBT américains, enfin les LGBT en général, d'ailleurs, soutiennent le Hamas. Ils peuvent soutenir aussi Israël. Et on voit par exemple des wokistes, hein, soit, enfin, appartenant au mouvement décolonial, hein, ou décolonialiste, hein, soutenir le Hamas en Israël, parce que Israël fait partie de l'Occident. Et donc il faut attaquer, hein, par tous les moyens possibles et imaginables cet Occident, et il faut annuler sa culture. Hein. La cancel culture, c'est annuler. Il faut annuler l'Occident. D'accord, mais Euh, pourquoi les agendas, disons, gauchistes et capitalistes qui prônent finalement, enfin, qui ont des combats communs sur la question du climat, sur les migrations, sur l'Ukraine, mm. pourquoi est-ce ils veulent détruire en quelque sorte le monde blanc? Parce que le monde blanc les opprime. Enfin, ils estiment que finalement le monde blanc, enfin les opprime. Alors c'est essentiellement encore une fois une question de technologie. Hein. Enfin, je veux dire, si les Européens
ont réussi à envahir l'Amérique du Nord et du Sud, c'est parce qu'ils avaient une technologie supérieure aux peuples autochtones de l'époque. Bon, ensuite, les peuples autochtones amérindiens, bon, bah, ont rapidement compris que il fallait aussi, hein, se doter de fusils, parce que les arcs et les flèches étaient trop limités. Et donc les Indiens ont progressivement, enfin les Amérindiens, hein, les autochtones d'Amérique du Nord et du Sud, se sont appropriés, hein, des éléments de technologie occidentale. Mais c'était trop tard, hein. Je veux dire, ils étaient déjà trop réduits sur le plan démographique. Et donc, on voit effectivement ce ressentiment en fait, hein, qui apparaît notamment dans les universités américaines, hein, et qui associe donc le génocide des Amérindiens, enfin le génocide non réalisé puisqu'il y en a encore, et qui associe donc la cause, hein, donc des Amérindiens avec celle des Noirs, hein, déplacés d'Afrique en Amérique avec le commerce triangulaire, et qui associe donc à cela la cause palestinienne et la cause LGBT, etc. Tout ça, en fait, c'est ce qu'ils appellent les luttes intersectionnelles, hein, et qui, donc où ils additionnent des minorités pour essayer de créer une majorité, pour essayer de soutenir le rapport de force, hein, révolutionnaire Et contre donc, l'Occident. là où elles existent encore, est-ce que les majorités blanches devraient trouver une solution ou une réponse pertinente dans un apartheid radical, c'est-à-dire ethno-différentialiste et non suprémaciste? Bah, alors c'était la solution, alors là pour le coup des Afrikaners, mais qui étaient en minorité, enfin, ils étaient entourés effectivement, il y avait beaucoup de déserts, hein, évidemment, mais bon globalement ils savaient qu'ils avaient en face d'eux des millions, hein, d'Africains, enfin d'Africains autochtones. Euh, donc bon, la solution de l'apartheid, enfin la solution du ghetto ethnique, bon, va être compliqué à maintenir, à soutenir, parce que le pouvoir suprême en Occident, en fait, soutient la constitution de ghetto ethnique. Enfin, dans les banlieues parisiennes, enfin, il y a des quartiers où aujourd'hui il n'y a plus de Français autochtones. Donc ce sont des nouveaux ghettos ethniques réalisés avec des gens d'origine extra-européenne. Oui, mais c'est un peu l'apartheid à la britannique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont généralement là parce qu'ils font baisser les salaires, ils sont en quelque sorte des exploités, effectivement, Mhm. des classes dominantes. Oui, 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 oui. Enfin, au-delà de Ce, ça, bon, ce n'est pas un apartheid totalement étanche, il y a des points de porosité importants. oui, oui, bien sûr, oui, mais disons qu'il n'y a plus de rationalité économique, hein, aujourd'hui Mhm. à l'immigration. Euh, donc là, ça veut dire que l'immigration aujourd'hui obéit à un autre projet que dans les années 1960 ou 70 en France. Donc, quel serait-il? Ah ben là, le remplacement de population, ouais, et qui, en fait, c'est-à-dire qu'en gros, des mondialistes, hein, d'origine européenne, à la Commission européenne, enfin, je veux dire, c'est Mhm. que des blancs, hein, Mhm. donc des mondialistes animés par un projet, hein, de type suprémaciste, hein, pour le coup, on peut vraiment parler de ça, mais de type, donc proche là, enfin, des idéaux, hein, de Richard Kounov-Kalergi, hein, c'est-à-dire le métissage généralisé. Donc des gens qui sont animés par cette idéologie, un post-national, post-racial, post-culturel, post-tout, hein, en fait, euh, se disent, bon bah voilà, nous allons faire alliance, hein, avec, hein, donc des immigrés d'origine extra-européenne pour liquider, hein, une population euh, qui nous embête en réalité. C'est-à-dire que les classes moyennes, la petite bourgeoisie, tout ça, en fait, on ne sert plus à rien aujourd'hui. C'est-à-dire que dans une perspective justement d'automatisation du monde, dans une perspective transhumaniste, bon, le prolétaire ne sert plus à rien, il sera remplacé par un robot, hein, et puis basta, et on passe à autre chose. Donc c'est une convergence d'intérêts, hein, et puis aussi une espèce de jeu de dupes, hein, permanent. Hein. Par exemple, bon, on sait que les frères musulmans, un certain nombre d'islamistes, comptent beaucoup sur la Commission européenne, justement, pour leur ouvrir les portes de l'Union européenne et donc de l'Europe. Euh,
mais là, avec comme projet l'islamisation de l'Europe. Donc les frères musulmans, par exemple, hein, bon ça c'est très bien documenté, mais tous les islamistes en général travaillent main dans la main, sont complices de la Commission européenne, qui elle Oui. qui Mais pourtant en fait leur soutient. projet n'est pas nécessairement compatible avec celui de poubellification de l'Occident, notamment du point de vue du LGBTisme. Oui, mais en fait, ce ne sont pas les islamistes qui décideront à la fin. C'est-à-dire que Mhm. là, on voit que la Commission européenne a un projet d'unification, hein, d'hybridation des musulmans avec le LGBT. Ça, c'est très clair. Ils produisent régulièrement hein, des plaquettes, des petits livres. Bon courage. Ouais, oui, mais ça va se faire, hein. Ça va Mhm. se faire, hein. Mhm. C'est parce que, bon, en réalité, les théories, les idéologies, les religions sont plastiques hein, et adaptables à l'infini, hein. Ça peut être réécrit. Ça, c'est en cours, hein, même. Enfin, voilà, il suffit de prendre le métro, on tombe sur des femmes voilées qui sont sur Instagram, etc. Ce processus d'adaptation d'une identité traditionnelle islamique à la modernité technologique et à tous ces travers et toutes ces dérives est en cours, hein. Donc, en général, le problème, c'est que précisément l'identité traditionnelle ne survit pas hein, à la technologie. Il y a un certain Guillaume Fay donc du Grèce qui avait proposé le concept d'archéofuturisme. C'est assez génial hein, comme idée pour essayer justement de conceptualiser, de penser une adaptation hein, des identités traditionnelles à la technologie et au transhumanisme. Bon, je ne sais pas si c'est possible, hein. On sait que les identités qui sont toujours tournées vers le passé, bon, bah, sont dissoutes, enfin, rendues anachroniques hein, et obsolètes par la technologie. Il y a un grand nombre de peuples qui ont disparu, tout simplement. Enfin, qui ont disparu, c'est-à-dire enfin, ils avaient un nom, hein, et puis euh, la technologie hein, a en fait enfin, les a mis en contact avec d'autres peuples, hein, puisque, bon, en réalité, c'est toujours l'outil, hein, c'est toujours l'artefact hein, qui crée, qui met en contact hein, les identités les unes avec les autres. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes isolé hein, à 300 km de distance dans la forêt amazonienne ou dans le désert, eh bien, vous allez mettre beaucoup de temps pour vous rencontrer. Hein. Enfin, je parlais des isolats ethniques, ça c'est le point de départ. Hein. Ensuite, hein, ce qui se passe, c'est que si vous inventez des moyens de locomotion, hein, comme le bateau par exemple, hein, vous allez pouvoir prendre la pirogue, remonter ou descendre l'Amazonie, et vous allez tomber sur une autre tribu 300 km plus loin. Et là, les allers-retours vont pouvoir se faire beaucoup plus rapidement. Et donc le processus de rencontre et de fusion hein, des deux identités qui étaient originellement séparées va s'accélérer. Et là, les deux identités vont se perdre dans une synthèse, hein, dans une nouvelle synthèse. Et ça, c'est un mécanisme en fait incontournable, enfin irréversible. C'est le sens de l'histoire. Hein. C'est en fait la rencontre et la synthèse d'identités séparées. Et qui, je vois pas trop comment on peut ralentir hein, ce phénomène, mais si moi je le ralentis et que j'essaie d'y échapper en échappant à la technologie, les autres autour de moi, eux, ne vont pas ralentir, voire même ils vont accélérer, et moi de toute façon je serai dépassé et encerclé par les autres qui, eux, auront continué hein, à utiliser la technologie. Donc, il faut bien comprendre que le processus historique n'est pas le produit d'un projet, mais il est le produit d'une interaction concurrentielle entre une multitude de projets. Donc, même si. Enfin, et en fait, il y a une illusion narcissique chez beaucoup de gens. Enfin, je vois, enfin, quand je discute avec des amis, qui disent oui, mais en gros, il y a un grand complot ou un grand projet qui est mondialiste, avec des éléments de sionisme ou de franc-maçonnerie ou d'occultisme. Mais en fait, le problème, c'est que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que en réalité, il y a une multitude de projets de ce type et qui eux-mêmes sont en interaction concurrentielle les uns avec les autres.
Et ces projets-là, en plus, donc qui appartiennent à une famille de pensée, sont eux-mêmes, cette famille de pensée étant elle-même en concurrence avec d'autres familles de pensée et d'autres ensembles. Et ce sont leurs interactions qui écrivent l'histoire. Mais on ne peut pas dire que l'une de ces familles de pensée, et à l'intérieur de la famille de pensée, l'un de ces éléments l'emporte sur les autres. Alors il peut y avoir en fait des victoires ponctuelles, mais on voit... J'entends bien, mais le transhumanisme, c'est un peu un complot contre la vie en même temps. D'ailleurs, il s'accompagne de dénatalité, Oui, oui. maintenant on parle d'euthanasie, qui va Mais le problème, devenir c'est... quasiment mandatory, quoi, hein. Donc, Oui, oui. donc Bah, c'est un projet qui porte la mort et je suis pas certain qu'il arrive enfin, je pense qu'il peut arriver à son terme assez rapidement, faute de combattants, quoi. Mhm. Oui, Mm. mais ce projet vient de partout. Mm. En fait, il est quasiment soutenu par tout le monde. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas sélectionner ce qui est bien, ce qui est bon ou mal. Dans un paradigme technoscientifique, il n'y a pas de sélection possible. Un paradigme, en fait, c'est une tranche temporelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, il y a un ensemble de technologies qui ont incubé et qui apparaissent tout en même temps. À l'intérieur de ces technologies, en fait, on ne peut pas faire le choix. C'est-à-dire qu'elles apparaissent toutes en même temps, qu'elles soient nocives ou qu'elles soient positives. Enfin, et en plus, bon, ça, c'est des jugements de valeur qui parfois changent d'un individu à l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, refuser l'euthanasie, ça veut dire en réalité refuser l'informatique, et personne n'est en mesure de refuser l'informatique, par exemple. Parce que l'euthanasie enfin, les technologies de l'euthanasie, parce qu'en réalité, l'euthanasie, c'est très simple. Je veux dire, en fait, il suffit de tuer quelqu'un. Enfin, non, mais je veux dire, quelqu'un. Il n'y a pas besoin enfin, on peut tuer quelqu'un avec ses propres mains. Mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, comment dire, l'esprit de l'euthanasie, c'est-à-dire entouré par un environnement technologique, en fait, c'est contemporain d'autres technologies euh, et en fait qui avancent ensemble et qui se nourrissent mutuellement. Euh, on ne peut pas en fait enfin, si on retire, on peut retirer l'une et garder les autres, mais il faut attendre qu'elles apparaissent ensemble. C'est ce que je veux dire. C'est ça, enfin, il faut vraiment, enfin, se plonger dans l'épistémologie, et notamment Thomas Kuhn et son texte là sur son grand livre là, qui est un des textes fondateurs de l'épistémologie au XXe siècle, là, sur la structure des révolutions scientifiques et des révolutions paradigmatiques. C'est pour ça que je disais, il faut attendre un accident pour qu'on puisse sélectionner. Mais on ne peut pas sélectionner a priori l'émergence de telle ou telle technologie. Elle doit déjà apparaître, ensuite aller jusqu'au bout de son potentiel. Et si son potentiel, c'est finalement la fin de l'humanité, eh bien, on ira jusque-là. Mais non, mais c'est comme ça que ça marche, Donc en fait. en route pour le meilleur des mondes et Armageddon. Mais c'est en fait, alors par exemple dans l'univers de Frank Herbert, Dune, il y a un accident majeur. C'est que les machines pensantes commencent à attaquer les humains. Et donc il y a une grande guerre qui dure des dizaines d'années et qui fait des milliards de morts chez les humains. Donc les humains lancent le grand djihad. Donc parce que alors pourquoi le terme djihad? Parce qu'il y a eu un syncrétisme entre les trois monothéismes. Et donc, la religion universelle, enfin la religion de tous les humains, c'est un mélange de judaïsme, de christianisme et d'islam. Et donc, il lance la Grande Guerre Sainte des humains contre les machines. Les humains la gagnent, heureusement, et l'histoire continue. Mais par exemple, là, il y a le deuxième épisode de Dune là, qui est sorti au cinéma. Si vous regardez bien, alors l'univers de Dune, adapté au cinéma, se déroule après ce grand djihad contre les robots.
Et donc l'humanité, en fait, a appris de cette guerre contre les machines, et elle décide d'interdire, de censurer les machines pensantes, c'est-à-dire les ordinateurs. Donc il y a dans cet univers de science-fiction, il y a encore évidemment des machines très complexes, des vaisseaux spatiaux, des armes, des boucliers électromagnétiques, etc. Donc il y a encore de la technologie, mais il n'y a plus d'ordinateur. Et donc là, il y a séparation entre en fait deux éléments de technologie apparus de manière concomitante à l'occasion d'un paradigme. Mais il a fallu attendre l'accident majeur, un accident industriel, ou là, en l'occurrence, un phénomène justement de type apprenti sorcier, où l'invention se retourne contre l'inventeur. Il faudra aller jusque-là pour que les humains commencent collectivement à se dire, bon, là, il va falloir inhiber, brider la technologie, parce que tel élément se retourne contre nous, mais on va garder malgré tout d'autres éléments du même paradigme. Mais il faut attendre en fait, le problème qui oblige à réfléchir. Parce que bon, c'est vrai que bon, l'humain, dans un premier temps, ne réfléchit pas spontanément. C'est-à-dire qu'il y a une curiosité, il y a une espèce de fuite en avant technologique dans la créativité intellectuelle de l'humain qui fait que tout ce qui est faisable sera fait. Ça, c'est quelque chose d'universel. L'humain ne peut pas brider, a priori, sa créativité technologique. C'est pas possible. Il ne peut pas brider, a priori, sa créativité scientifique et culturelle en général. C'est impossible. Il faut attendre les dommages collatéraux, les effets négatifs, pour éventuellement réfléchir à brider telle technologie apparue à l'intérieur d'un paradigme dont on va conserver d'autres éléments. Et ça, il faut prendre conscience de ça, parce que sinon, en fait, on ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que nous sommes tous acteurs de la 4e révolution industrielle, dès qu'on utilise un ordinateur. Dès qu'on utilise un ordinateur, dès qu'on utilise un smartphone, on est acteur de la grande réinitialisation. Et donc, il n'y a pas à stigmatiser tel ou tel individu ou telle puissance géopolitique. Parce que là, c'est la grande mode là, en ce moment là, sur les réseaux sociaux, c'est d'accuser la Russie d'être dans le nouvel ordre mondial, parce que bon, elle utilise l'intelligence artificielle également. Oui, comme tout le monde, et si elle ne le fait pas, elle sera défavorisée, déclassée. Les militaires parlent de décrochage capacitaire, et elle sera envahie tout simplement par les armées de l'OTAN. Donc c'est vraiment la course aux armements qui oblige cette fuite en avant, parce qu'on a besoin de soutenir les rapports de force avec la tribu voisine, ça c'était il y a 10 000 ans, et aujourd'hui avec les États-nations voisins. Donc il y a la seule différence entre les tribus qui travaillaient en fait à fabriquer les arcs et les flèches les plus perfectionnés pour avoir les moyens de répondre à une agression de la tribu voisine. Donc ils travaillaient sur les armes qu'ils avaient à disposition à leur niveau paradigmatique, dans leur paradigme à eux, ils travaillaient sur les arcs et les flèches. Mais pour perfectionner la capacité de leurs arcs et de leurs flèches. Bon, eh bien, et pourquoi? Pour résister au rapport de force éventuel avec telle ou telle tribu de l'autre côté de la rivière. Bon, et aujourd'hui, on en est toujours là. Chaque État-nation, chaque complexe militaro-industriel, eh bien, travaille sur sa bombe atomique, sur ses armes hypersoniques, sur tel ou tel truc, pour soutenir le rapport de force avec la rivalité potentielle. Oui, mais en même temps, la Russie produit des ingénieurs et une production matérielle importante. Ce qui n'est pas le cas, de moins en moins le cas de l'Occident. Oui. Qui forme très peu d'ingénieurs et qui a renoncé quasiment, enfin en tout cas la plupart des pays de l'Ouest européen ont renoncé quasiment à la production industrielle. Ce qui ne se reflète pas dans leurs PIB qui sont tous bidons, puisqu'on compte dans le PIB des services, des bullshit jobs, des services de lawyers, jusqu'à la prostitution et le trafic de drogue. Ouais.
Donc tout ça, c'est un peu en trompe-l'œil, hein, Oui, oui, bien sûr. cette suprématie technologique Ah ben non, n'est pas acquise, quoi. Et mais moi, en tout cas, n'est pas une garante hum, de succès. C'est ce euh, qu'on voit sur le front. oui, 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 tout à fait. Non, mais c'est parce que, en fait, là, justement, l'Occident mise sur le tout technologique. Donc, d'une certaine manière, il y a une espèce de technophilie délirante, hein, du capitalisme, et qui, bizarrement, n'a pas contaminé le bloc communiste. C'est-à-dire qu'en fait, les pays en période de guerre froide, les pays du bloc communiste ont joué le jeu, hein, du développement industriel, hein, c'était le stakhanovisme, etc. Mais ils ne sont pas allés sur l'hypertrophie du secteur tertiaire. Ils ne se sont pas tertiarisés, ou très très peu. Hein, donc ils n'ont pas développé une société de services aussi enveloppante, enfin aussi, comment dire, autoritaire en quelque Et sorte. artificielle. Artificielle, oui, voilà. Ouais. Et avec une dimension autoritaire, en plus, une dimension de contrainte, hein, sur la psychologie. Donc quelque part, ils sont restés plus proches des sociétés traditionnelles. C'est-à-dire ils se sont développés sur le plan industriel, mais pas sur le plan tertiaire. Donc ils sont restés finalement quelque part un peu dans le secteur secondaire, hein, ce qui leur a permis quand même de soutenir le rapport de force pendant un certain temps, au niveau scientifique notamment. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette fuite en avant technologique après le secteur secondaire, la transformation, l'industrie, donc en fait, elle aboutit à une hypertrophie du virtuel, hein, c'est-à-dire on quitte le réel progressivement. Et on va aussi vers le tout technologique. Et donc en fait, au même moment où les capacités physiques disparaissent, enfin les capacités physiques des individus sont en régression, hein, et les capacités intellectuelles, on dit que le QI baisse, eh bien, en fait, c'est un phénomène de vase communicant. C'est-à-dire que, en fait, plus la technologie est développée sur le plan des technologies de l'information, et donc du secteur tertiaire, et plus le cerveau s'atrophie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une délégation des capacités intellectuelles aux machines. Là, je vois ChatGPT, ça va être une catastrophe. Hein, c'est-à-dire que ChatGPT est capable, en fait, de vous écrire un texte à votre place. Et donc ça va se généraliser. Et donc on va avoir une paresse intellectuelle qui va se généraliser avec des gens qui en fait ne seront plus capables d'écrire un texte complet. Ils seront capables simplement d'entrer quelques mots-clés et ensuite ils laisseront ChatGPT travailler à leur C'est ce que place. tu as qualifié un jour de synthèse entre Matrix et Et, Idiocratie. et exactement, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, hein, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, pour revenir, hein, sur une espèce d'affrontement entre deux blocs, hein, le bloc capitaliste, enfin, occidental, et puis les BRICS, par exemple, hein, c'est que les BRICS, hein, sont allés moins loin dans le capitalisme de service, dans le capitalisme dématérialisé, dans le capitalisme tertiarisé. Et donc, sont plus proches du réel, pour l'instant. Malgré tout, ils ont largement un pied dans, justement, la dématérialisation et la transformation numérique. Ça, c'est incontestable. Qui fonctionne là-bas en plus. Voilà, mais qui fonctionne parce que précisément, ils ont quand même encore un pied dans le réel. Et alors que là, nous, en Donc fait, il y a peut-être un équilibre à trouver finalement. Tout n'est pas perdu. oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais et donc c'est pour ça que ce qui pend au nez des BRICS, c'est effectivement la lutte, enfin, le film Matrix. C'est en fait une dictature informatique qui marche. Mais nous, ce qui nous pend au nez en Occident, c'est une combinaison de Matrix et d'idiocratie. C'est-à-dire une dictature informatique qui ne marche pas. Ce sera pire que tout. Non mais, Ben, merci Lucien Cerise. merci.